Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Demey qui vient évoquer son parcours avec nous. Bonjour Stéphane. Alors je résume votre parcours. Après avoir obtenu le diplôme supérieur de piano à l'école normale Alfred Cortot de Paris et le diplôme de concertiste au conservatoire de Rotterdam, vous complétez votre formation en obtenant le diplôme supérieur de musique de chambre au conservatoire de Mons. Lauréat de nombreux concours internationaux, vous vous voyez confier de 2014 à 2019 le poste de directeur du domaine musique du Conservatoire royal de Liège. Vous enseignez en tant que professeur de piano au conservatoire de Rotterdam et êtes régulièrement professeur invité à la Haute École de musique de Sion en Suisse, où vous assurez la direction artistique du festival d'Anniviers. Vous formez avec Luc Toten au violoncelle et Damien Pardoun au violon le trio Portici, qui est en résidence depuis 2007 à l'Université catholique de Leuven et en est devenu officiellement ambassadeur. Je vous propose de débuter notre entretien avec Contemplation, l'Andante Expressivo en mi bémol majeur opus 30, extrait des romances sans paroles de Félix Mendelssohn.
Contemplation, l'Andante Expressivo en mi bémol majeur, opus 30, extrait des Romances sans parole de Félix Mendelssohn dans l'interprétation de notre invité Stéphane Demey. Dites-nous Stéphane, comment avez-vous découvert le piano ? Ah, ça c'est une très très belle histoire. Il y avait un vieux piano tout à fait désaccordé où une touche sur deux ne fonctionnait pas chez ma grand-mère paternelle et il y avait un vieil orgue chez mon grand-père maternel. Et donc voilà, j'ai toujours joué d'oreille quand j'avais 4-5 ans parce que mon papa jouait d'oreille, donc il ne lisait pas les notes. Et puis je reproduisais tout ce que j'entendais. Et puis finalement, quand j'ai eu 5 ans, ma maman m'a acheté chez Schott Frères, le vieux magasin bien poussiéreux que vous avez certainement connu, la partition du Clair de Lune, la partition donc de la sonate de Beethoven, que j'ai toujours. Et j'avais une voisine au 6e étage, nous habitions au 7e, qui m'a appris où se trouvait le Do sur la partition. Et puis j'ai pu, ça paraît peut-être assez étrange, mais pour moi le langage musical est devenu une évidence en une semaine. Je savais où était le Do, donc je pouvais lire toutes les notes en regardant bien sur la partition. Et puis j'ai commencé les cours à l'académie de Schaerbeek, où j'ai rencontré un merveilleux professeur, Guy Jensen. Et puis la belle histoire a pu commencer et continuer. Et vous venez d'une famille de musiciens ? Je dirais plutôt d'une famille de mélomanes. Donc mon papa jouait un peu, mon grand-père jouait un peu d'orgue, mais il ne savait pas lire la musique. Mais mon papa, si je dois vous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a vraiment donné le déclic pour vouloir devenir un jour musicien, c'est le disque que mon papa avait reçu de son papa, de David Oistrakh, et c'était le concerto pour violon de Brahms. Et donc c'est finalement le concerto de Brahms que j'ai encore entendu à la radio avant-hier, en revenant de Suisse, qui m'a vraiment donné ce déclic et cette envie illimitée de faire de ma vie une vie remplie de musique. Alors, quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse ? Les héros musicaux, c'était David Oistrakh, puisqu'après, évidemment... Donc plutôt le violon, alors. Le violon, oui. Et puis, Rubinstein. Donc, mon papa avait l'intégrale, il avait reçu l'intégrale de ma maman, le coffret d'intégrale des œuvres de Chopin. C'est pour ça, d'ailleurs, que Chopin m'accompagne beaucoup sur mon parcours de musicien. Et donc, Grumio, et puis, voilà, de fil en aiguille, à l'époque, c'était Schiff, Brendel, et puis Régis Pasquier, dont nous avons parlé tout à l'heure un moment. Donc, j'ai eu beaucoup de... Voilà. Mais, et je dirais plutôt, pendant mon adolescence, c'est Martha Argerich et Vladimir Horowitz. Puis Christian Zimmermann dans les ballades. Il y a eu pas mal de musiciens qui m'ont donné le goût d'aller encore plus loin et d'essayer de comprendre leur mystère, tout en sachant qu'il faut que ça reste un mystère. Vous les choisissiez? C'était de manière empirique, donc vous lisiez à gauche, à droite? Vous savez, j'ai connu, moi, la merveilleuse époque du 33 tours jusqu'à 12 ans. Et puis, à 12 ans, j'ai connu la merveilleuse découverte du CD, du compact disque. Compact disque en qui je crois plus que tout encore aujourd'hui, parce que je pense que c'est important d'avoir encore un objet à regarder, puisque c'est ça qui nous fait aimer aussi. Le premier contact qu'on a avec un disque, c'est l'image du disque, c'est le toucher. Et alors il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'agence Rossel, il y avait la possibilité incroyable de pouvoir d'aller écouter le disque que j'aurais pu, ou pour lesquels j'avais rassemblé toute une somme d'argent parcimonieusement. Aussi, oui. Et j'allais écouter dans ce petit auditoire en bas, et puis j'achetais le disque. Et c'est comme ça d'ailleurs que mon premier compact disque, c'était le concerto de Grieg et Schumann par Christian Zimmermann, justement. C'est Deutsche Grammophon. Avec Karajan, je pense. Avec Karajan, tout à fait. Alors, vous formez avec Damien Pardoun et Luc Toten le trio Portici. Comment a débuté cette aventure? Ça, c'est une aventure extraordinaire aussi. Vous savez, la vie d'un musicien, c'est souvent fait d'anecdotes et de rencontres.
Alors c'est très simple. Damien Pardoun était étudiant au Conservatoire royal de Bruxelles dans la classe d'André Sioui. Moi, j'avais fait une partie de mon parcours aussi au Conservatoire de Bruxelles. J'avais eu André Sioui à la Chapelle musicale comme prof de musique de chambre. Et un jour, André Sioui me contacte et me dit, voilà, le Conservatoire de Bruxelles doit être représenté pour 3 concerts dans la sonate numéro 1 de Prokofiev pour violon et piano, pour 3-4 concerts à Heidelberg, à Stuttgart, à Heilbronn. Et le pianiste qui devait le faire ne peut pas le faire. C'est dans 3 semaines. Et donc, Damien Pardoun, c'est lui le violoniste. Damien sonne à ma porte. Et puis, ça a été instantané, une magnifique histoire d'amitié qui est née. Et donc, on a joué cette sonate, on a partagé des moments extraordinaires. Puis de fil en aiguille, on a fait quelques concerts, et puis de plus en plus. Et puis ensuite, j'avais des amis en Flandre, quand j'habitais en Flandre, qui me disaient, mais il faut absolument que tu rencontres un tout grand violoncelliste que nous connaissons très bien, c'est Luc Totten, premier violoncelle du Brussels Philharmonic, à l'époque, orchestre de la radio flamande. Et puis, il y a eu une occasion de faire le grand tango de Piazzolla, on a joué ensemble, et puis on ne s'est plus jamais séparés depuis. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais on va faire du trio. Et puis on a fait du trio, et ce qui était fantastique, c'est que on se dit, vous savez, ce qui met du lien aussi, c'est du lien entre les musiciens, c'est d'avoir des grosses expériences aussi d'enregistrement. Et puis, grâce à Bertrand de Waters, notre producteur, on a enregistré les trios de César Franck, ceux-là même qui avait été dédié à l'époque au roi des Belges. Et pour les 175 ans de la Belgique, nous avons dédié ce CD à notre roi Albert. Et donc, le roi qui a trouvé, je pense, unique un Bruxellois, un Wallon et un Flamand se mettent ensemble. Nous n'avions à l'époque encore pas de nom. C'est comme ça que, de fil en aiguille, on a fait le concert du Palais, on a le concert d'automne, et puis on a été amené en Lituanie en voyage officiel. Et puis finalement, de fil en aiguille, grâce à l'entourage du roi, le roi lui-même, on a trouvé un nom, Portici, qui est porteur en Belgique. Et de là est né le nom de... Puisque la muette de Portici a Absolument. Initié la révolution belge. Oui. Et d'ailleurs, Portici est une petite ville proche de la ville native de la reine Paola. Ah bon. Près de Naples. Alors je vous propose d'écouter le trio Portici dans le Notturno en mi bémol majeur, Deutsch 897, opus 148 de Franz Schubert.
Le Noto-Yondo en mi bémol majeur, Deutsch 897 opus 148 de Franz Schubert dans l'interprétation du trio Portici, un album paru chez Pavan. Alors, en tant que professeur au conservatoire de Leuven et de Liège, quel est le message principal que vous cherchez à transmettre à vos étudiants ? Tout dépend. J'ai la grande chance d'enseigner à des étudiants qui se destinent à des futurs professionnels du métier et aussi à des musiciens qui sont des étudiants qui sont amateurs, comme au conservatoire de Leuven. Et d'ailleurs, j'accompagne aussi au conservatoire Royal de Mons, à Rocarré, la classe de direction. Et le message, je pense que c'est très important. La responsabilité d'un professeur aujourd'hui, elle est encore peut-être plus grande qu'elle ne l'était à l'époque. À l'époque, il y avait une notion de maître-élève qui a complètement quasi disparu avec les grands maîtres qui malheureusement ont un certain âge. J'ai moi eu la grande chance d'être dans une relation de professeurs de ce type, avec Achilles Delving, puis Jean-Bernard Pommier, Abdelrahman El-Bacha. Mais aujourd'hui, la réalité de la vie quotidienne fait qu'un musicien doit avoir beaucoup plus de cordes peut-être à son arc encore pour pouvoir espérer vivre de sa passion et son métier. On fait parfois pas bien la différence. C'est une passion, mais ça reste un métier aussi. Mais quelque part, c'est pas un métier non plus. Donc c'est assez... c'est une vocation. C'est une vocation, sans nul doute. Et je pense que la responsabilité aujourd'hui du professeur, elle va
au-delà de la transmission. Elle va aussi dans la... Il faut absolument essayer de rendre nos étudiants le plus autonomes possible et le plus responsables par rapport au choix qu'ils pourraient faire et qu'ils sont en train de faire. Et il y a peut-être vraiment un souci permanent aujourd'hui chez le pédagogue de se dire, tiens, les étudiants qui nous font confiance, que vont-ils devenir demain ? Parce que ça, c'est vraiment important. Et il y a énormément de musiciens excellents. Donc, qu'est-ce qui fait que tel ou tel musicien va pouvoir développer quelque chose que son camarade n'a pas ? Je pense que chacun a un talent qui lui est singulier. Et c'est maintenant au rôle de professeur aussi d'essayer d'aller susciter ça. Et aussi de pouvoir susciter d'autres voies de développement de musiciens, de carrière de musiciens. On voit de plus en plus de nos jours des musiciens qui font 2 études distinctes l'une de l'autre. Et je pense que c'est un atout par rapport à la société dans laquelle on va arriver. Alors, quelle place occupe la technique et la discipline dans votre enseignement ? La technique et la discipline, ce sont 2 notions incontournables. Il n'y a rien à faire. Rubinstein disait « Lorsque je ne joue pas pendant 1 jour, je l'entends. Lorsque je ne joue pas pendant 2 jours, ma compagne l'entend. Et lorsque je ne joue pas pendant 3 jours, c'est le public qui l'entend. » Je pense qu'il a réuni à lui-même une grande partie de réponse à votre question. C'est indéniable qu'il faut travailler tous les jours. Et d'ailleurs, mon fils a fait une réflexion à sa maman il y a quelques années, parce que mon fils a fait du violon et en fait toujours à un très, très haut niveau. Mais il a choisi de faire un autre parcours. Il disait, je ne pense pas que je vais faire musicien plus tard. Être musicien, c'est quand même vivre 7 jours sur 7 avec le sentiment de culpabilité qu'on n'en fait jamais assez. Et c'est vrai que quelque part, on devient assez vite esclave de son instrument. Et donc, voilà, moi, ça ne m'a jamais posé de soucis. Mais je pense qu'il y a une grande vérité là derrière. Donc il faut pouvoir se nourrir, évidemment, de choses et d'autres. Mais c'est important de cultiver ce plaisir de travailler sa technique. Et c'est une discipline quasi quotidienne. Il faut aussi pouvoir consacrer des moments de détente, pouvoir dire, voilà, je ne fais pas de piano pendant 3 jours, parce que c'est aussi important de laisser reposer les muscles, le corps, l'esprit. Mais les kilomètres, si je peux l'exprimer ainsi, c'est absolument indispensable. Et surtout, un pianiste, par rapport à d'autres instruments, doit faire beaucoup d'heures. Il y a d'autres instruments où, évidemment, une fatigue vocale ou du souffle qui est aussi liée à la pratique de ces instruments-là. Alors, vous venez de publier un album intitulé « Page intime ». Comment avez-vous choisi son programme ? C'est très simple. Pour mes 50 ans, j'avais envie de faire un album, et d'ailleurs j'en profite pour remercier au passage Bertrand de Waters. Du label Pavane. Du label Pavane, parce que, vous savez, trouver des producteurs, en tout cas dans mon cas, trouver un producteur, puisque je lui suis fidèle depuis, je crois qu'on a fait presque 20 disques ensemble, et il m'est fidèle surtout, qui vous fait confiance et qui, à un moment donné, peut entendre une demande particulière. Il est évident que classer un disque aujourd'hui avec plusieurs compositeurs, c'est pas facile, il y a quand même un aspect, je veux dire, purement pratique aussi. Il faut qu'il y ait une ligne de programme, il y ait une ligne de conduite, il faut qu'il y ait une ligne par rapport à la production. Et là, je lui ai demandé de faire une exception et il a accepté de le faire. Je voulais faire un album des pièces qui ont compté énormément dans mon parcours. Mais j'ai choisi évidemment des pièces plutôt calmes pour qu'il y ait quand même une unité. Je n'ai pas pris des pièces très virtuoses ou plutôt un album calme et qui peut convenir, je pense, à tous. Et ce sont des pièces qui ont chacune signifié quelque chose de très fort et de très particulier dans mon parcours. Je peux vous parler, par exemple, de l'arabesque de Schumann que j'ai enregistrée. Eh bien, c'est le premier morceau que j'ai joué à Achilles Delving, qui malheureusement est décédé il y a quelques semaines.
Et donc, je me rappelle que la première fois que j'ai joué cette pièce pour lui, il s'est levé à la fin, il m'a félicité, il a pris son crayon, il a corrigé une faute d'édition. Ce qui était pour moi quelque chose d'incroyable. Il y a par exemple l'intermezzo numéro 2, opus 118. C'est la première pièce que j'ai jouée quand j'avais 16 ans à la télévision à Brescia. Et donc ce sont des choses qui vous marquent. Ça peut aussi être des pièces comme la Pavane de Ravel, où j'avais l'immense privilège en accompagnant Kelly Zelving à l'école normale Alfred Cortot tous les samedis pendant 5 ans, en partant ici un peu plus loin que le studio à Uccle, avenue de Frey. Et un jour, il m'a fait entendre son album avec Alberto Lisi, sonate de Ravel, Tzigane. Il y avait notamment la Pavane de Ravel que je ne connaissais pas, que j'avais 17 ans. Et bon, c'est un cadeau, c'est comme au pied du sapin, vous avez un cadeau qui vous attend, et puis vous découvrez cette pavane, puis vous rentrez, la première chose que vous avez envie de faire, c'est aller chercher la partition, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, et d'aller découvrir cette pièce. Et ça, je vous assure que ça, c'est des cadeaux inouïs que vous font vos professeurs, vos rencontres, ou que la vie vous fait. Alors je vous propose justement d'écouter l'intermezzo, opus 118 numéro 2 en la majeur de Johannes Brahms, dans l'interprétation de notre invité Stéphane Demey.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, l'intermezzo opus 118 numéro 2 en la majeure de Johannes Brahms dans l'interprétation de notre invité Stéphane Demey, une parution du label Pavan. Alors Stéphane, votre dernière parution est consacrée à l'œuvre pour violoncelle et piano de Rachmaninoff en compagnie de Jordan Gregoris. Qui est ce violoncelliste, pardon. Mais Jordan est un violoncelliste vraiment fantastique, qui est d'une génération avant la mienne, à qui j'ai eu le plaisir justement de donner cours de musique de chambre il y a, je pense, une dizaine d'années au conservatoire donc de Lausanne, le site de Sion. Et donc, on a gardé contact. Et Jordan est issu d'une grande lignée aussi de violoncellistes, professeur à Paris également, à qui d'ailleurs on a été jouer la sonate en avant-première. Et puis voilà, on se retrouvait régulièrement pour un concert, et Jordan c'est son tout premier disque. Et donc on parlait beaucoup de cette sonate de Rachmaninoff. Moi, c'est une sonate que je voulais jouer depuis très longtemps, que j'ai découvert sur le tard. C'est une sonate que Rachmaninoff a écrite en même temps que son deuxième concerto. Il sortait d'une période très très difficile quand il était aux États-Unis. Il a finalement sorti 2 œuvres majeures avec un contexte et un matériau harmonique et mélodique juste extraordinaire. Et donc, de fil en aiguille, on s'est dit, lors d'un stage où nous donnons cours ensemble à Cratoul, dans le fin fond de l'Ardèche, on s'est dit, tiens, on va une fois la lire. Et puis est venue la possibilité de l'enregistrer. Et puis, Jordan d'ailleurs, on vient de faire un concert de lancement du disque en Suisse la semaine passée. Et j'étais très ému que Jordan me parle au public comme j'étais son ancien professeur, ce qui ne m'a pas rajeuni d'ailleurs, ceci dit au passage. Mais voilà, il n'y a pas du tout de relation évidemment de prof à élève. Jordan est un violoncelliste remarquable. Et le fait de faire ce premier disque avec lui, c'est aussi pour moi une façon de... Il y a comme un passage de relais. Donc c'est à un moment donné, vous avez un ancien étudiant qui fait une carrière extraordinaire et il y a une possibilité de faire quelque chose. Mais il m'a apporté énormément. Je pense que je lui ai apporté beaucoup de choses aussi. Mais c'était une expérience vraiment particulière de faire ce disque. On a fait l'intégrale de ce que Rachmaninoff avait écrit pour le violoncelle et quelques petites transcriptions pour être au complet. Jordan a d'ailleurs trouvé encore à la bibliothèque de Lausanne une transcription des thèmes des variations sur le thème de Paganini qui sont magnifiques. Évidemment, l'essentiel du disque, c'est la belle histoire de la sonate. Alors justement, je propose d'écouter l'Andante, 3e mouvement de la sonate pour violoncelle en sol mineur de Sergei Rachmaninoff, dans l'interprétation de Jordan Gregoris et de Stéphane Demey.
l'Andante, troisième mouvement de la sonate pour violoncelle en sol mineur de Sergei Rachmaninov dans l'interprétation de Jordan Gregoris au violoncelle et Stéphane Demey au piano, une parution du label Pavan. Alors Stéphane, nous avons comme tradition de convier notre invité à partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? Je voudrais rendre hommage à mes parents. Mes parents ont compté énormément dans mon parcours. Ma maman a fait énormément pour moi, mon papa a fait énormément. Ils ont pas fait les mêmes choses, mais ils l'ont fait tous les deux avec beaucoup de force et de conviction. Et je pense que ça doit pas être évident pour des parents d'avoir un enfant qui leur dit, moi, ma vie, c'est la musique, hein, parce que ça pose quand même pas mal de questions et peut-être d'inquiétudes. Mais finalement, ils m'ont fait beaucoup confiance. Ils ont toujours fait en sorte que... Voilà. Et bon, dans les cadeaux qu'ils m'ont fait, c'est qu'ils m'ont fait écouter énormément Brel. Et donc, ce que eux préféraient comme chanson, en tout cas, c'est Les Marquises. Alors, je vous propose de l'écouter maintenant. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alizé se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Alors nous venons d'écouter Les Marquises de Jacques Brel. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci à vous. Merci à Paul Fromm d'avoir assuré la technique de cette émission. Merci N'oubliez pas aussi. qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.